La semaine passée, on a commencé un sujet assez intéressant. Je vais aller vite. Je voudrais que midi, on ait fini. Je souhaite que midi, on ait fini. J'ai deux sujets aujourd'hui. Un sujet géopolitique, la géopolitique africaine, qu'on a débuté la semaine passée, pour laquelle j'ai pris la peine d'expliquer les démembrements de la monarchie française qui sont quittés d'une forme de monarchie, ensuite pour la République, et commence à impacter les pays africains. Aujourd'hui, je vais entrer dans un sujet un peu plus précis, qui devrait être et qui va être certainement dans les années qui arrivent un sujet prépondérant sur tous les pays subsahariens. Il y aura des débats ouverts. Il y aura des débats ouverts dans les hémicycles. Il y aura des débats ouverts dans les présidences de ce sujet-ci dans les années qui arrivent. Je prépare juste un chemin qu'on m'a demandé d'exprimer. Bon, c'est vrai, je suis toujours le fou du cycle, mais je joue toujours au fou du cycle. Donc, on a vu à quel point la France, dans son démembrement monarchique, a pu se transformer avec des multiples guerres jusqu'en 1779, pour lesquelles la France a eu la séparation de l'Église et l'État. Et ils sont entrés dans la première, deuxième, troisième République jusqu'en 1946. C'est ce que j'explique la semaine passée, comment ça a impacté la culture africaine. Maintenant, aujourd'hui, je vais entrer dans un détail un peu plus spécifique avec des textes à l'appui. La semaine prochaine, vous allez encore souffrir parce que je vais entrer dans certains clichés. Le but de notre discussion ici est d'émanciper la population africaine et surtout camerounaise. Donc, je vais ouvrir certains journaux aujourd'hui, les journaux de 1980 jusqu'en 1960, 61. Je vais lire quelques pages, je ne vais pas tout lire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important que les gens qui écoutent puissent comprendre le devoir qui se cache derrière. Donc aujourd'hui, on va aller dans l'impact des colons et la destruction tribale en Afrique. C'est le titre d'aujourd'hui. L'impact des colons et la destruction tribale en Afrique. On va comprendre pourquoi je prends cette terminologie, parce qu'aujourd'hui, nous vivons des situations pour lesquelles je dois encore réitérer une expression visuelle. Je la réitère, je la mettrai toujours à ma gauche. Mais je mettrai aussi la suite de ce qui a été dit le 19 mai 2018 par rapport à la solution. Ici, avant d'entrer dans la solution, voyons d'abord l'impact, c'est-à-dire les causes et les conséquences, avant d'arriver à une solution. L'impact des colons sur la destruction tribale en Afrique. Ce qui est sur l'impact de la colonisation européenne sur les structures politiques et sociales en Afrique, notamment sur les chefferies. Quand on parle de tribus, chaque tribu est supposée avoir un chef. Et la structure tribale et ethnique ont été profondément et durablement détruites. Donc c'est sur ce qu'on va essayer un peu d'avoir une petite discussion soft, qui ne soit pas forcément malheureusement très longue pour éviter un surchauffe cérébral. Il ne faut pas que le cerveau chauffe un peu trop. Il faut que ça reste tout frais. Mais ici, je commence d'abord par une expression visuelle. Alors, cette expression visuelle, cette commande, c'est une commande exécutive, mais qui va devenir certainement une commande conditionnelle, mais c'est une commande exécutive. Alors, comme je l'ai dit, le 23 novembre 2016, l'ange me transporte tout au long de l'Afrique du Sud, il me fait monter il me fait parcourir tous les pays de l'Afrique du Sud jusqu'en montant vers l'Afrique de l'Ouest. Et il dit, concernant les politiques, toutes les élections vont entrer dans les révoltes. Il y aura des déclenchements des révoltes dans chacun de ces pays, et il y aura des démembrements dans le sens colonial progressif. Et le sujet pour lequel cet ange parle, il
impliquait le mot Eriaboy. Donc, regardez le mot Eriaboy, parce que je vais lire un texte et moi, je vais vous montrer comment j'étais surpris quand il me le dit. Je découvre ça beaucoup de temps plus tard. Ah, c'était cette période-là. C'était en novembre. Nous sommes en novembre. Et chaque novembre, je fais tout l'effort jusqu'à ce que ce problème soit résolu, de parler de ce sujet en novembre. Donc, ceux qui me connaissent, je parle de ça en novembre depuis au moins 5 ans. Depuis que j'ai laissé le blanc avec les yeux bleus. Parce que tu peux parler du blanc avec les yeux bleus, ça n'a pas de sens. Lui, il est en Israël, nous, on est en Afrique, ça n'a pas aucun rapport. Ça m'a perdu beaucoup de temps, je suis désolé pour ça. C'est qu'on était beaucoup plus avancé que ça dans le temps. Donc, cette vision, donc. Ensuite, maintenant, il me prend encore, c'est 2 ans plus tard, en mai 2018, et il me transporte toujours dans tous les pays africains, du sud, mais il met un point d'accent sur l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest. Il me montre les bagarres et les guerres ethniques qu'il y aura. Et il me dit, dis au chef d'État, mais en particulier le chef d'État du Ghana, pour lequel j'étais face à face avec lui, pas Nana Akufo-Addo, le président actuel. Et dans cette discussion, il dit, dis-leur les 3 points. Ces 3 points, c'est la solution, mais on commence d'abord à voir les causes. Donnez au chef ce dont il recommande. Parlez aux églises et à toute forme religieuse. Je vais expliquer ce que ça veut dire, calmement. Mais ça, c'est la recommandation, c'est une commande exécutive pour que chaque serviteur, moi en particulier, même s'il y a 3 personnes devant moi, devrait donner au chef d'État pour éviter certaines remontades, certains affrontements ethniques entre les peuples. Aujourd'hui, on les voit aujourd'hui, on ne les prend pas très au sérieux. Et on va comprendre pourquoi on ne le prend pas au sérieux et on va devoir le prendre au sérieux. Ok, bon, on y va. Dans notre discussion d'aujourd'hui, le but ici, c'est de comprendre d'abord les causes, l'impact des colons sur les tribus. Forcément, sur les tribus, ça veut dire sur les chefs. Avant d'y arriver, je suis obligé de lire d'abord certains textes. Je commence d'abord dans les années 1880, bien avant que l'Afrique ne soit subdivisée en triangle, en rectangle et en carré. Ici, c'est un rapport, le rapport national des études africaines de 1880 à 1860. Ici, ce n'est qu'un résumé. Ok? Et dans ce résumé, le plus important, c'est de comprendre ce qu'il en vient. Et c'est en anglais, ce rapport en anglais, mais je l'ai traduit en français pour que nous puissions lire. C'est l'introduction. Donc vous allez un peu souffrir de la lecture. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a fait de la délinquance juvénile un problème en Afrique. C'est un rapport de John Lift. Ne considère pas la délinquance juvénile comme nouvelle dans les années 1940, mais sujet qu'elle devenait un problème central, une obsession de la période de compassion après 1945. Son argument ici établit une différence importante entre la présence historique des jeunes délinquants en Afrique, découverte tardivement par les officiers coloniaux. Notre connaissance de la criminalité urbaine chez les jeunes remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque des services d'aide sociale ont été mis en place par les colonies britanniques et françaises et que les institutions internationales ont commencé à considérer la délinquance juvénile comme l'un des principaux problèmes d'urbanisation en Afrique depuis la misère des enfants en 1950 et le phénomène, soi-disant, les enfants de la rue ont reçu attention continue mais inégale. La littérature principale consacrée à cette analyse contemporaine a été complète. Donc ici, on réalise que dans les années de Première et Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de délinquance. Mais il faut expliquer un peu le début de la délinquance. Je lis d'abord les textes. Je reviendrai sur 2 ou 3 points tout à l'heure. Alors ici, je lis toujours, parce que je veux introduire un sujet qui est, à mon avis, très épineux. Donc, je vais lire toujours ici. Vous allez excuser, on a beaucoup de lectures à faire. Parce que je veux que ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Donc, c'est en anglais. West African Coast, je vais traduire. Right? West African Coast attracts European merchants. Et que les côtes africaines attirent les marchands des esclaves.
Du Brésil à Cuba, les esclaves libérés de la colonie britannique, les réfugiés à l'intérieur, mais le plus souvent, le taux de mortalité a augmenté depuis le 19e siècle de 40%, c'est-à-dire 40 sur 1000. Il y avait beaucoup de morts. Et cela a limité leur expansion. Tous les habitants, même les Européens, qui vivaient sur place, dans ce qu'on appelle Lagos Island. Aujourd'hui, on appelle ça Lekki, ceux qui connaissent un peu le Nigeria. Dans les années 1900, en montant, progressivement, administratif, commercial et industriel, les activités ont augmenté et le flux de migrants sont venus jusqu'aux années 60. Il y a même un graphème que je montrerai peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais ici, je veux qu'on parle des causes. Ces causes ici qui ont été notées dans les années 1880. Patientez un peu. Ok. Ces causes qui ont été notées ici depuis les années 1980 doivent être lues. Je les lis pour qu'on puisse comprendre. Ok. Les liens familiaux. Un rapport complet de 1948. Les liens familiaux. Un rapport complet de 1948 a souligné qu'un incident élevé à une augmentation constante de la délinquance juvénile soit signalé dans les régions où le déclin du système tribal. En fait, ici, ils ont réalisé que le déclin d'un système tribal apporte beaucoup plus de délinquance juvénile, est assez avancé, et où ce déclin a en contrepartie dans la croissance simultanée des centres urbains industriels. C'était le cas au Nigeria, au Kenya, en Rhodésie du Nord, où la délinquance juvénile semblait être un phénomène spécifique et urbain. J'ai indiqué ailleurs que l'absence d'institutions autoritaires autochtones, c'est-à-dire les chefs tribaux, de toute forme d'organisation sociale, de toute force de police indigène, c'est-à-dire les polices locales, coloniales, étaient des raisons importantes pour lesquelles la criminalité se développait dans les deux colonies, colonies françaises et colonies anglaises, dans les périphéries d'Ibadan, de Lagos, les perspectives respectivement avant les Seconde et Deuxième Guerre mondiale, Première et Deuxième Guerre mondiale, à mesure que la valeur des terres urbaines augmentait, les modèles précoloniaux des tenues foncières généralement baissées ont progressivement changé un nouveau modèle colonial basé sur le loyer et la fiscalité. Tout cela a changé le modèle de la société. Donc ici, ce qui veut nous faire comprendre, on va conclure, hein, ne vous inquiétez pas. Ce qui veut nous faire comprendre ici, c'est le fait qu'il n'y avait pas, dans ces années-là, de début de colonisation, avant les indépendances, il y avait un problème pour lequel les structures qui ont été créées à Lagos, au littoral, dans toutes les grandes métropoles de l'Afrique, la côte ouest et la côte de l'Afrique centrale, la déstructuration des chefs et des tribus qui ont créé des mouvements des villes intérieures vers les villes extérieures, ont déstructuré la jeunesse. Ils ont commencé à être des délinquants. Parce qu'avant, ce n'était pas des délinquants. Mais de cette période-là, la délinquance a augmenté, la population aussi qui a augmenté. Alors ici, ce constat est fait. Ce constat est fait, mais quelle est la solution? Parce qu'on ne va pas le cas de Cameroun spécifiquement dans quelques minutes. Mais ici, je veux d'abord noter ce que les colons eux-mêmes ont constaté. Ils ont constaté que le manque d'apport des chefs dans différents cantons, dans différentes régions, ont déstructuré la jeunesse, qui ont adopté. Parce qu'en fait, ici, il y a un rapport très intéressant qui parle de la philosophie européenne. Dans le rapport que je vais lire, on va peut-être faire ça la prochaine fois, il dit une chose très claire. L'adaptation de la philosophie européenne anglaise n'a pas pu aider la délinquance juvénile africaine parce qu'il venait encore des propos et des concepts tribaux pour lesquels ils ont toujours été éduqués de père en fils. Donc, c'est d'abord un problème qu'il y a bien pu avoir depuis que les colons sont venus en Afrique. La déstructuration de la jeunesse et les apports tribaux
Mais maintenant, comment est-ce que cette tribu était organisée? Là maintenant, je vais aller voir un rapport camerounais. Rapidement, ok? Comme je dis, c'est important qu'on puisse le faire aujourd'hui. Après, on va en discuter. Je vais d'abord lire un peu. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent un peu de loin. Alors, ici, c'est un rapport très important des années 1957, de 1920 à 1957, et un autre rapport de 1960. Ici, ça, c'est le rapport français. Ok? Ce rapport français est important de voir à quel point ceux dont ils font allusion. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques-uns. Voilà le rapport qu'eux, ils font. Et systémiquement, on réalise que ce problème est encore endémique aujourd'hui. Je lis rapidement. Je lis quelques points. Je vais expliquer. Ce qui n'est même pas très compliqué aujourd'hui à comprendre pour ceux qui ont un QI qui dépasse 2. En définitive, sous réserve de respecter ses obligations conventionnelles entre la France, parce qu'ici, ce rapport, c'est la France va rendre ou veut rendre le Cameroun sous tutelle avant de la rendre indépendante. Donc, c'est un rapport qu'ils ont constaté, les difficultés de rendre cette nation indépendante. C'est leur point de vue. Je prendrai aussi le rapport même nigérien qui est identique. Ils s'étaient confrontés au même problème. Est-ce que les chefs d'État le savent? Je pense qu'ils le savent parce que j'ai lu un ouvrage il y a quelques jours du Lamido, de l'extrême nord, je ne donne pas son nom, et un autre Bamileke de Banganté, de l'échaufferie. J'ai lu leur texte, mais leur texte ne dit même pas différemment de ce que je dis. Mais est-ce que c'est pris en compte sur la décentralisation? On va voir ça peut-être tout à l'heure. En définitive, sous réserve de respecter les obligations conventionnelles, la France avait pleinement qualité pour exercer les compétences internationales au nom ou le compte du Cameroun sous le contrôle de la Société des Nations, SDN. Le Cameroun n'avait aucune compétence internationale à cette période-là. Si on n'est pas encore dans les années 60. On est après, vous savez que la SDN vient avant les Nations Unies. C'est vrai que ça va avant la Première Guerre mondiale. Avant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Sur le plan de compétences internes, la situation camerounaise était caractérisée par une absence d'autonomie. Voilà donc ce que la France dit. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être les accords, les soi-disant accords coloniaux, il faut que les gens lisent les textes. Okay? Du point de vue des fonctions législatives, c'est la loi. Ok? Ça c'est important d'abord de mettre pour ceux qui sont dans la loi ici. Législative. Le mandat conférait à la France le plein pouvoir de législation. C'est la France qui devait décider du sens du droit. Et le droit administré le Cameroun selon sa propre législation sous réserve de la modification exigée par la condition locale. Sous réserve des obligations conventionnelles. Le Cameroun n'avait aucune constitution propre. Le Cameroun n'avait aucune constitution propre. Constitution propre, même octroyée par la métropole. Elle en résulte que la Constitution de 1875, bien qu'elle ne contient pas de dispositions particulières aux colonies, s'applique en plein droit au Cameroun. Et quand là, on n'a pas de constitution, mais la France a le droit d'administrer le côté législatif. Alors, ils ont trouvé des problèmes. Ok? Que je vais lire. Le Cameroun, comme la colonie, fut soumis à un régime des décrets édictés formellement par le chef d'État. On n'a pas que le chef d'État à cette période, hein? On parle du chef d'État français. Et ses ministres de colonie. Localement, le commissaire de la République, en tant que dépositaire des pouvoirs de la République, avait le seul pouvoir de prendre des règlements. Pratiquement, ce pouvoir n'avait d'autres limites que celles qui lui étaient assignées par la Constitution. 2, c'est 1. 2, je suis obligé de lire. Excusez, c'est obligatoire. En ce qui concerne le gouvernement et l'administration, les traits dominants du système étaient centralisation et l'autocratie. Tout partait, tout aboutissant le ministre des colonies. Le commissaire de la République, haut fonctionnaire nommé par le décret du président de la République, était étroitement soumis à l'instruction du ministre de la responsable de ses actes devant le gouvernement. Les supérieurs étaient la métropole issue de l'école normale ou de l'école coloniale. Et qu'en fait, tous les administrateurs n'étaient plus des chefs uniquement, mais c'était ceux qui étaient partis à l'école coloniale.
Les Camerounais étaient cantonnés dans un poste subalterne centralisé. Cette administration était également autocratique jusqu'en 1946. Il n'y a eu au Cameroun aucune assemblée représentative à l'échelle territoriale. C'est obligé qu'on lise. Hein. Non, ici, voilà ce qu'il note en 1947. Sans doute avait-on respecté les institutions coutumières. Parce qu'en fait, ici, le rapport que lui dit, il voit que les chefs coutumiers n'ont pas été respectés. Sans doute, respecter les institutions coutumières, les chefs coutumiers, conseils notables, particulièrement dans le nord du Cameroun, où elles sont très fortement ancrées. Mais pratiquement, les chefs coutumiers étaient devenus des sortes de fonctionnaires placés sous la subordination administrative, toute origine métropolitaine des relais utiles entre les autorités françaises et la population. C'est-à-dire qu'en fait, les chefs qui étaient assez puissants avant la colonisation ont été étaient des relais. On va voir ces relais là tout à l'heure, qu'on va parler rapidement sous la fiche que j'ai pour le Cameroun. 3. Les deux traits dominants de l'organisation juridique sont centralisés et la confusion des fonctions. La France, tout en conservant les juridictions coutumières, crée une juridiction de droit français. Il conserve, mais il crée une juridiction française. Et c'est là où, les dégâts commencent. Parce que voilà ce qu'eux ils notent. Et ça, je vais tout lire, je suis désolé. Encore. C'est en 57 ici. Ils notent ce problème qui est actuel. Et vraiment, si le problème est actuel, on doit se poser les questions véritables. Surtout pour ceux qui écoutent, ceux qui aiment la politique et qui ne comprennent rien. Ou qui comprennent tout. Le Cameroun restera, c'est à la période de 57, le Cameroun restera sans doute uni à la France par les liens qui restent à déterminer, mais ne serait certainement pas à titre de collectivité et de droit interne. À l'heure actuelle, le danger le plus grand est l'opposition du Nord et du Sud. Vous voyez qu'on ne parle pas de l'Ouest ici. On ne parle pas de l'Ouest dans le sens Cameroun occidental, le Cameroun anglophone. Parce que déjà, à titre de rappel, vous devez le savoir, entre l'Allemagne et la France, la Première et Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne qui a le Togo administré, qui a le Cameroun, qui a aussi une partie du Nigeria, domine. Mais à la chute de la Deuxième Guerre mondiale, les négociations que la France a bien pu avoir avec l'Allemagne ont octroyé au Cameroun beaucoup de territoires. Donc de 1911 à 1916, il faut savoir que le Cameroun, avec K, avait incorporé une partie de la Centrafrique, une partie de la RDC, une partie du Gabon, une partie de la Guinée équatoriale, une partie du Nigeria. Donc en fait, en 1911-1916, les Congolais étaient les Camerounais, les Gabonais étaient les Camerounais, les Centrafricains étaient les Camerounais, les Nigériens, certaines parties étaient les Camerounais. Eux, ils étaient tous les continentaires. Donc il faut leur rappeler cela. Il y a beaucoup de temps, vous étiez tous Camerounais. On les appelait les Camerounais avec K. Les gens ne connaissent peut-être pas l'histoire. J'ai mis ça il y a quelques jours sur ma page pour que les gens puissent connaître un peu l'histoire. Donc quand tu vois un Congolais, tu dis qu'en 1916, 15, vous étiez tous Camerounais, on vous appelait Camerounais, on respecte-nous un peu. Donc continue. C'était une petite parenthèse pour réveiller tout le monde. Alors à l'heure actuelle, le danger le plus grand est l'opposition du Nord et du Sud. À plusieurs reprises, le rapport T1240 de 1956. À plusieurs reprises, les missions de visite du Conseil de tutelle de la France ont noté cette opposition qui tient à des causes historiques. Donc, ils ont vu que historiquement, il y avait des problèmes avec les tribus du Nord face aux tribus du Sud. Il faut que les gens comprennent un peu l'histoire. Avant que la tutelle française puisse nous rendre un pays, un et indivisible, entre guillemets, ils ont constaté qu'il y avait des conflits entre le Nord et les pays du Sud qu'on va déterminer tout à l'heure, au Cameroun. On est ensemble? On continue. Les missions de visite du Conseil tutelle ont noté que cette opposition qui tient à des causes historiques, et que historiquement, il y avait un problème. Et les actions inégales de la France dans ces deux régions. Donc en fait ici, volontairement,
La France a mis plus d'apports intellectuels vers le sud et on laissé un peu plus au nord, pour des raisons tribales, pour mieux mater les chefferies du nord, et l'Amibé, comme on dit. Inégal de la France. De façon générale, on peut dire qu'il y a un inégal développement du nord et du sud. Le nord est islamisé, tandis que le sud est animiste. Déjà, c'est important de voir que à 1946, il n'y a pas de... Le christianisme est second plan. Ils sont plus animistes et chrétiens. Ok? Ça veut dire animiste et chrétien. Donc, les gens qui disent que le Cameroun était... Il faut que les gens sachent qu'à cette période-là, les gens du sud étaient des animistes. Animistes, ça veut dire ils croient au bois, ils adorent tout ce que eux ils pensent que c'est le bois qu'ils adorent, etc. Pourtant, le christianisme, c'est aussi l'animisme. Puisque, bon, bref, c'est un autre sujet. Je ne vais pas entrer dans la main. Okay. Ce phénomène capital a déterminé l'envoi du Cameroun, du sud, plus éduqué. C'est eux qui l'ont fait, les Français, ils l'ont fait ça ici. Plus éduqué dans la région du Nord, plus que dans la région du Nord. Lorsque l'action politique de l'UPC s'est étendue vers le Nord, c'est là que le problème commence. Parce que progressivement, M. Oumniobé et ses compatriotes ont poussé cette logique d'indépendance vers le Nord et les Français voyaient ça comme un problème. Les chefs traditionnels ont estimé qu'il y avait un danger de domination du Nord par le Sud. Les vieilles hostilités des gens du Nord contre les gens du Sud s'est réveillées. En fait, ils sont servis de ces différences-là pour créer encore ce schisme entre le Nord et le Sud. Très intelligent, les Français. En 1955, la mission de vie de l'ONU constate si l'unité camerounaise n'est pas compromise, on peut dire qu'elle a eu au moins de danger. Malheureusement, le statut de 57 a encore aggravé l'opposition du Nord et du Sud. En prévoyant, et ça c'est intéressant ici, je m'arrête là, je vais à la conclusion, en prévoyant la constitution de provinces plus ou moins autonomes. Parce qu'en fait, on délaisse les chefs. Au lieu de laisser aux Camerounais, ça c'est ce que le journal constate. Et c'est bizarre qu'on ne prend pas ça en note et on a accepté une chose très très grave. Au lieu de laisser aux Camerounais le soin de décider si les provinces devraient être créées, le décret de 1957 a lui-même constitué le Nord Cameroun en province, doté des institutions propres et notamment d'une assemblée. Ok? Vous allez constater quoi? Qui domine l'Assemblée nationale aujourd'hui? Ils sont de quelle région? Okay. C'est important de... Ici, on est en 57. On est en 57 ici. Ok? Et ça a toujours été ainsi. Malheureusement. Ou heureusement. On commence. Lui-même a constaté le Nord, Cameroun provenant, doté des institutions propres et notamment d'une assemblée. Parce qu'en fait, les gens du Nord ils ont les lamidos. Ils sont des chefs. Ils ont des cantons. Ils ont des tribus. Et ils respectent leurs chefs. C'est ce qu'ils ont constaté. Mais c'est pour mieux régner, il faut diviser. Il ne semble pas que dans les situations actuelles, cette création ait été opportune. Vous savez que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ça marche. On ne sait pas. Enfin, c'est difficile. Au contraire, il paraît être nécessaire de mettre en œuvre des mesures destinées à renforcer l'union du Nord et du Sud. Dans son rapport à l'Assemblée générale de 57, le Conseil de tutelle a émis le vœu que les différences régionales disparaissent devant la nécessité de l'unité nationale. Donc voilà le vœu. Que toutes ces tribus disparaissent et se fondent et se confondent à une nation. Et la raison de tendance de séparatistes qui se manifeste. Parce qu'en fait, les séparatistes étaient dans ce sens-là. Et qu'en fait, ils voulaient séparer le Nord du Sud. Les questions ici qu'on doit avoir, même si on va conclure dans quelques minutes. Là, on est juste en train de faire un diagnostic. Parce qu'on va aller vers les chefferies tout à l'heure. Du point de vue politique, il est indéniable que le statut de 57 constitue un progrès. Tout léger progrès. Il ne résout cependant pas le problème de l'opposition du Nord et du Sud. C'est leur conclusion. Il ne résout pas le problème du Nord et du Sud. Il devrait être suivi avec attentivement. En outre, ainsi que
l'a fait remarquer l'émission de 1855, la dissolution de l'UPC. Parce qu'ils ont dissous l'UPC, parce que l'UPC était en train de vouloir créer quelque chose d'autre que les Français voulaient le créer. Et qu'en fait, ils dissouent ce qu'ils pensent être une menace pour leur institution française, bien sûr. Et ne peut être considéré comme la solution définitive au problème que ce territoire connaît. Il est nécessaire de rétablir un climat politique normal par une large amnistie, par l'exercice inconditionnel des libertés publiques. La conclusion est longue. Je m'arrête là parce qu'en fait, je veux qu'on parte dans un autre sujet.